Alors, quand j'ai organisé cette séance avec Xavier, que nous avons discuté, nous avons préparé cette soirée, eh bien, on a constaté une chose que nous avions en commun, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a accepté d'intervenir, c'est que nous n'aimons pas parler dans le vide, à savoir que nous aimerions que vous partiez ce soir avec des inspirations, éventuellement des petits trucs et astuces ou des nouvelles connaissances, mais en tout cas que vous puissiez repartir ce soir avec un tout petit bagage en plus, des petites illuminations, des petites lucioles comme ça. Euh, voilà, point. Alors, la conférence de ce soir est là comme éclairage toute la dimension neuropsychophysiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Xavier va nous raconter ses expériences avec des questions que je vais lui poser. Et puis, ensuite, on va regarder ces expériences sous l'angle de son cerveau et de nos cerveaux. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a des stimuli extérieurs? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Et qu'est-ce qui se passe dans notre psyché? Donc, comme vous avez vu, la thématique d'aujourd'hui, ben, c'est la force mentale. Alors, c'est quoi la force mentale? La force mentale, c'est la capacité de tout être humain de maîtriser ses émotions, ses pensées, ses mouvements, sa façon de se comporter en fonction des stimuli qui arrivent de l'extérieur. Alors, quand je parle de stimuli, ce sont toutes sortes de choses du monde extérieur qui arrivent dans le cerveau. Le cerveau va devoir travailler, métamorphoser ces informations qui arrivent de l'extérieur, et ensuite le cerveau va dispatcher, si vous voulez, ces informations dans le cerveau, dans le corps, et le corps, il va revenir vers le cerveau en lui apportant d'autres informations. Il faut vraiment vous imaginer que le cerveau, c'est une centrale immense d'informations. Toutes les informations n'arrêtent pas de circuler, et dans le cerveau lui-même avec des circuits internes et avec des réactions chimiques et physiologiques qui arrivent de l'extérieur. Alors, pourquoi est-ce que Transbrain a décidé de faire ces conférences avec des personnalités qui sont quand même pour nous extraordinaires et qui vivent des situations extrêmes? Eh bien, simplement parce que pour pouvoir apprendre de ces personnes qui ont cette maîtrise du mental, comment est-ce que on peut gérer nos épreuves et nos adversités du quotidien à l'aide d'exemples tels que Xavier. Alors lui, il a vécu des situations extrêmes, mais dans nos vies de tous les jours ou dans nos vies d'êtres humains, nous avons aussi des situations extrêmes qui sont, ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, un accident, un coup du destin. Tout ça fait que nous vivons tous des situations extrêmes. Et là, on va essayer de voir comment est-ce que Xavier a maîtrisé ces situations extrêmes et peut-être ça va nous inspirer pour nous mieux gérer notre quotidien. Alors, la modalité de cette conférence, ben nous allons maintenant commencer tout de suite et entrer enfin dans le vif du sujet. Donc, on va parcourir des thématiques qui vous concernent tous et qui nous concernent aussi Xavier et moi, sous l'éclairage de son expérience et ensuite sous l'éclairage de ce qui se passe dans le cerveau. Alors, je vais commencer par une thématique que je pense vous connaissez tous, c'est le sommeil. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, 25% des personnes ont un mauvais sommeil, qui n'est pas réparateur, avec des endormissements difficiles, avec des insomnies, des réveils constants. Alors là, Xavier, j'aimerais te poser la question. Quand tu étais sur cette île déserte, ces 300 jours, dans un environnement hostile, quand on sait que notre cerveau, il est fabriqué pour survivre dans des environnements hostiles face aux dangers, toi, ben, comment est-ce que tu as
comment tu as résolu cette problématique du sommeil? Est-ce que tu as pu dormir? Comment tu as pu dormir? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton vécu par rapport au sommeil? Tout d'abord, Rosita, merci beaucoup pour cette présentation parce que c'est vrai que on fait tous plein de choses, mais le fait de faire des choses, on réalise pas qu'il y a un processus chimique et XY dans le cerveau. Et je trouve très intéressant de pouvoir le décoder un petit peu, puis d'en apprendre un petit peu plus. C'est ça aussi qui a fait en sorte que j'ai accepté cette présentation, que je suis très content d'être avec toi et les autres personnes ce soir. Et du coup, pour répondre à ta question, les, le sommeil des premiers jours et le sommeil du reste du voyage étaient très différents parce que au début, j'ai été comme catapulté sur cette île. Donc, tu dors dans la jungle, au bord de l'océan. Euh, tu es pas chez toi, c'est nouveau. Il y a énormément de bruits que tu ne connais pas, les bruits de la jungle, les bruits d'animaux que tu ne connais pas. Et tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de lampe de poche, tu n'as rien. Donc, les premiers jours, c'est vrai que je dormais d'un sommeil qui était très léger. Le moindre bruit me réveillait. J'avais l'impression d'être en alerte un peu tout le temps. Et plus le séjour a avancé, bah, je me suis construit une cabane. Et puis, cette portion d'île, là, c'est devenu mon chez-moi. Donc, je me sentais en sécurité. Et à partir de là, je pouvais dormir beaucoup plus sereinement. Euh, L'autre truc, c'est qu'il n'y a pas le confort. Nous, on dort sur des matelas qui font 30 cm d'épais en double plume doigt retourné. Moi, je dormais sur des feuilles de cocotier à même le sol. Donc, dès que je changeais de position, en fait, ça me réveillait. Mais au début, sommeil difficile, pas difficile, mais en très alerte. Et puis après, à la fin du voyage, je dormais la même chose que si je dors dans un chalet ici dans les Alpes, quoi. Mhm. Je me sentais en sécurité, si tu veux. Ouais. Et après, est-ce que j'avais du problème de la peine à m'endormir? Généralement, non, parce que quand tu passes une journée à tailler dans la machette, à tailler la jungle à la machette ou pour trouver du poisson et à pêcher, généralement, t'as sommeil assez vite. Mhm. Et je m'endormais très souvent, quasiment avec quand la nuit tombait. Et puis, je me réveillais quand le jour se levait. J'ai vraiment pris diurne. Une des raisons, c'est de la fatigue. Et puis l'autre des raisons, c'était aussi qu'il fallait que j'aille chercher du bois si je voulais faire un feu la nuit. Et du bois, ça prend du temps à aller chercher. C'est énormément d'énergie. Et si c'est juste pour s'éclairer une heure, pour rester juste là, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, je vivais vraiment avec le jour. Mhm. Et combien de temps il t'a fallu pour te sentir en sécurité? Donc, tu as dit que tu as fait d'abord cette petite hutte et puis après, qu'est-ce qu'il a, il y a eu un déclic? Du moment que j'étais dans la hutte, j'étais chez moi. Ouais. Après, on va dire quelques semaines, Semaine. Mhm. la hutte, c'était mon chalet des montagnes. Donc, Mhm. je me sentais en sécurité. J'étais pas plus en sécurité que si j'étais dehors, mais je me sentais en sécurité parce que c'était chez moi, c'était mon antre, si tu veux. Mhm. Mhm. Alors justement, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que notre cerveau, il a vraiment été fabriqué pour lutter contre le danger, être toujours en alerte. Donc nous avons, notre cerveau est composé de trois cerveaux. On dit les trois cerveaux. Bon, certains neuroscientifiques le décrivent un peu aujourd'hui, mais c'est quand même assez valable. Dont le cerveau limbique, qui est un peu en dessous du cortex, qui lui est responsable de détecter le danger et de s'occuper de faire des associations du danger avec un souvenir déjà vécu. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, vous vous sentez en insécurité au moment de dormir, c'est que votre cerveau, il a déjà comment dire, il a déjà construit des circuits neuronaux qui correspondent à un souvenir qu'il a déjà eu à un moment où il ne pouvait pas s'endormir, qui est relié avec un risque, une peur. Et c'est pour ça aussi qu'on entre dans une espèce de cercle vicieux quand on n'arrive pas à s'endormir. Vous avez déjà remarqué, vous avez peur de ne pas vous endormir. En fait, c'est comme si les circuits neuronaux se sont figés et chaque soir,
vous avez la répétition biochimique dans votre corps qui se fait, et donc vous entrez dans ce qu'on appelle la cage du hamster. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est vraiment cette notion de sécurité, Xavier, que tu dis, et ce confort. Dès l'instant que l'être humain se sent en sécurité, eh bien, il dort mieux. Et par exemple, maintenant, il existe ce qu'on appelle des couvertures, euh, comment dire, des couvertures qui sont très, très lourdes, parce qu'on a constaté que lorsque on a un poids qui correspond environ à 10% de son corps, voilà, des couvertures lestées. Quand on a des couvertures sur son corps d'environ 10% de son poids, eh bien, notre corps, il va sécréter de l'endorphine, qui est le neurotransmetteur, l'hormone du bien-être. Et comme ça, la personne, elle se sent dans un environnement sécurisé, alors que c'est juste une couverture qui va libérer les endorphines. Alors, Intéressant. oui, et puis pour le sommeil, encore juste une petite chose. Pourquoi est-ce qu'il est si important d'avoir un sommeil réparateur? Parce que c'est durant la nuit, c'est durant notre sommeil que notre cerveau va se nettoyer de toutes les toxines qu'il a accumulées durant la journée. Il faut vous imaginer que vous avez une poubelle. Bon, on a tous une poubelle dans la cuisine et vous la remplissez, et vous n'allez jamais la mettre au conteneur. Bon, au bout d'un moment, déjà, elle va déborder. Ensuite, peut-être vont se développer des moisissures, etc., etc. Donc, notre cerveau, durant la nuit, il déclenche un système qui s'appelle le système lymphatique, qui va nettoyer, qui va drainer les toxines, et les cellules neuronales diminuent de 60% pour permettre cette désintoxication du cerveau de se faire encore de manière plus efficace. Donc, ça veut dire que si vous ne dormez pas correctement, eh bien, cette évacuation des toxines ne peut pas se faire, et ça, comment dire, votre système électrique cérébral commence à dysfonctionner. Et par exemple, ce sont vraiment les chercheurs ont vraiment comment dire ont vraiment pu révéler scientifiquement que le manque de sommeil conduit à des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, comme Parkinson, etc. Donc, vraiment, un sommeil réparateur est très important. Alors, ben, les solutions, il y a le neurofeedback, mais il y a toutes ces pratiques, méditation, sortir, prendre l'air, s'exposer au soleil, bouger, etc., etc. Voilà, alors on va faire un tout petit exercice qui dure 10 secondes, même pas. Donc, vous allez regarder l'horizon sur votre ordinateur, comme si vous aviez un horizon devant vous. Tout simplement comme ça, regardez. Et puis après, vous allez bouger vos yeux 2, 3 fois à gauche et à droite. Voilà. Cet exercice, c'est ce qu'on appelle une défocalisation qui permet d'éteindre un peu le circuit du tronc cérébral, de calmer le rythme cardiaque et de comment dire, se relaxer. Bon, j'espère que vous êtes bien stressé, hein. Alors, Xavier, comment vas-tu? Je vais Ça va superbement bien? bien. Merci beaucoup. Alors, écoute, on va passer à la thématique suivante, qui nous concerne tous, plus ou moins, peut-être pas toi, mais là, vraiment, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Ce sont les ruminations, les pensées récurrentes. Donc, un peu, c'est ce qu'on appelle le hamster qui tourne dans sa cage. Tu m'as dit, quand on a préparé notre conférence, que toi, tu étais capable tu as une mémoire sélective et tu es capable, entre guillemets, d'enlever tout ce, tout ce qui est complètement inutile et futile de ta mémoire. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de rumination. Alors, explique-nous comment est-ce que tu fais ça. Euh, Parce que là, je pense que beaucoup seront intéressés de savoir comment est-ce qu'on arrête de ruminer. Ouais, alors, très bonne question. Je pense décevoir tout le monde parce que c'est pas quelque chose que je fais consciemment. C'est pas quelque chose que je choisis d'enlever.
moi, j'essaye déjà de vivre, c'est quelque chose que j'arrive assez bien à faire quasiment tout le temps au moment présent. Je me projette très rarement dans le futur et puis je reviens très rarement en arrière dans ma vie pour me dire, ah, de bleu, t'as fait ça, waouh, c'est génial. Et je suis le Xavier d'aujourd'hui et il y a 2 ans, j'étais pas la même personne. Et du coup, j'utilise pas tout ce que j'ai fait avant pour me dire, ah, t'es un mec formidable. Euh, et le coup de la mémoire sélective, moi, je suis quelqu'un de très positif et j'ai tendance à retenir vraiment quasiment que du positif, que des choses qui, pour moi, me font avancer, mais c'est pas moi le moteur en tout cas consciemment, c'est pas moi le moteur de ces pensées-là. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où on parle de choses et d'autres, mais moi j'ai tout oublié, même si ça fait 3 semaines, un mois, c'est des petits détails. Et tu as des gens qui ont une mémoire, on parlait de la mémoire photoédétique, qui se souviennent de tout depuis l'âge de, de 3, depuis qu'ils ont 3 ans. Et eux disent que ça, c'est horrible parce que tu te souviens, alors autant des bons souvenirs, ça c'est bien, mais tu te souviens énormément aussi des mauvais souvenirs ou des choses que tu veux oublier, sauf que tu ne peux pas oublier. Moi, c'est quasiment l'inverse. J'ai vraiment une mémoire qui vit le moment présent et j'ai tendance à me souvenir des choses qui me font avancer. Les mauvais souvenirs, la plupart du temps, moi, j'imagine que pour beaucoup de gens, les mauvais souvenirs s'effacent avec le temps. Peut-être tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Et voilà. Le seul truc, c'est que c'est pas moi qui suis aux commandes de ça, quoi, en fait. Alors, quand tu dis que ce n'est pas toi qui est aux commandes, mais tu dis quand même que tu es très positif. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une conscientisation, il y a pas une volonté, mais oui, peut-être c'est quelque chose d'intuitif, mais quand tu dis je suis quelqu'un de très positif, est-ce que c'est complètement naturel, tu y penses même pas, tu l'es, ou il y a des situations où tu dis non, gardons le cap, restons positifs. Alors, non, ça, c'est quelque chose que j'ai, je crois, depuis tout petit, Mhm. que je vois le positif partout. Si j'ai un problème, je vais voir le petit truc qui est positif dans ce problème, puis je vais commencer à travailler à partir de ce petit élément-là. Pour moi, être face à un problème, il y a jamais de problème. C'est que je pars du principe que c'est ça, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et Mhm. que bah, quand tu es au pied d'un mur, bah, soit tu dois faire une échelle ou tu dois le contourner, mais j'ai vraiment cette perception-là, moi, cette manière de faire comme ça, de toujours trouver qu'est-ce qui va bien, et puis m'accrocher à ça, et puis partir à partir de ça. Mhm. Donc, quand tu étais sur ton île déserte, tu n'as jamais eu des moments où tu t'es dit, où tu as eu un petit truc tu dis, mais comment je vais faire? C'est dur. Est-ce que tu n'as jamais eu ça? Je vais te dire oui et non, mais sur l'île, j'étais dans l'autodérision tout le temps, tout le temps. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où ça va pas du tout. Et je m'asseyais et je riais de moi-même. Je disais, mais franchement, là, si, une fois, je suis tombé, je me suis un peu tordu la cheville. Ben, tu t'arrêtes puis tu rigoles de toi. Mhm. Je, c'est un truc que j'ai vraiment vu, c'est que ben, on génère, tu vas nous en parler peut-être plus Mhm. profondément, mais on Mhm. génère nous-mêmes nos émotions et, euh, et, euh, si tu es en colère par rapport à quelque chose, c'est pas la situation qui te met en colère, c'est toi-même qui te met en colère vis-à-vis de quelque chose. Et du coup, le reste de l'après-midi, bah, tu es en train de morronner, ça va pas, tu broies du noir, tu Mhm. insultes tout le monde que tu crois, c'est tous des blaireaux. Au contraire, si tu prends le truc positif, eh ben voilà, tu prends le truc à la rigolade et Mhm. puis et tu le laisses passer. Et c'est un peu ça que j'ai réalisé, c'est que je me faisais tout à moi-même sur l'île parce que il y a la jungle, il n'y a aucun être humain. Donc, c'est moi qui me faisais à moi-même. Et du coup, je suis vraiment parti sur le fait je rigolais de tout et surtout de moi-même. Donc, ça veut dire que quand même, quelque part, tu as cette conscience que si tu te mets en autodérision, si tu te mets dans le positif, eh bien, tu vas t'en sortir et tu vas réussir à affronter ce que tu as affronté. Donc, il y a quand même,
c'est ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a cette conscience, je dois rester là-dedans, ou c'est complètement naturel? C'est naturel. Mhm. Alors, oui. Ouais, possible que c'est quelque chose. Il y a pas mal de choses aussi que quand j'étais plus jeune qui me touchaient Mhm. assez personnellement, si on t'agresse même verbalement. Et quand j'avais peut-être 20 ans, 18, 20 ans, ça avait tendance à me toucher personnellement. Oui. Et j'ai réalisé aussi que, bah, surtout en vieillissant, en devenant plus mature, Oui. que, que, euh, que ce que disent les autres, c'est valable pour eux. Et c'est pas valable c'est pas censé être 100% valable pour toi. Et du coup, j'ai appris à être beaucoup plus détaché de ce que disent les autres, parce que Mhm. c'est eux que ça regarde. C'est un avis qu'ils te donnent, mais Ouais. Ouais. quand ils te disent t'es un blaireau, bah, c'est un avis personnel de eux. C'est pas pour ça Ouais. que t'en es un, tu vois. Et donc, il y a quand même à un moment donné, il y a eu un switch. Où- Ouais, je pense que ça s'est fait gentiment, mais Mhm. j'ai réalisé que, voilà, que quoi qu'on fasse, bah, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, puis il y a des gens qui vont te le dire en pensant que ils doivent te dire, c'est pour t'aider, qui disent que ce que tu fais, ils pensent que c'est pas bien, et au bout d'un moment, bah ouais, voilà. Ouais. Je me suis dit, moi, je vis ma vie. Les gens que j'aime et les gens qui aiment ce que je fais, bah, je partage avec eux. Et puis les autres, bah, ils ont qu'à faire autre chose et puis ils foutent la paix. Mhm. Et du coup, j'en suis vachement plus heureux parce que Mhm. je ne focalise pas voilà, sur les autres ou sur ce que pensent les autres de moi. Je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui font attention à ça Tout à au fait. niveau social. Qu'est-ce Mhm. qu'on pense de moi? Qu'est-ce que le Mhm. voisin pense de moi? Mhm. Moi, j'en ai plus rien à secouer, tu vois, maintenant. Mhm. Et du coup, je suis heureux. Ouais. Donc, est-ce que c'est ça, finalement, qui te donne cette capacité d'être dans n'importe quelle circonstance absolument extrême et te dire, bah, il y a une solution. Oui, il y a Si je prends les 300 jours sur l'île, il y a une solution à tout, de toute façon. J'ai aussi appris qu'il fallait pas que je m'inquiète parce que s'il y a une solution, ben, c'est déjà réglé. S'il n'y a pas de solution, ben, ça sert à quoi de, de t'enquiquiner alors qu'il n'y a pas de, il y a pas de ouais. solution. Mais j'ai appris à beaucoup accepter sur l'île. Mhm, J'avais mhm, pas le choix. mhm, J'avais pas le choix. Oui, si j'avais le choix de prendre le téléphone satellite, d'appeler le pêcheur et mhm, mhm, de rentrer en Suisse. Mais après, on est tous les mêmes. On a, je pense, une fierté personnelle, mais pas là, une fierté personnelle mal placée qui nous amène à faire des trucs débiles pour montrer que tu existes. mhm, Mais quand on se dit quelque chose, que ça soit un défi ou un rêve qu'on réalise ou un trek qu'on veut, ben on va arriver jusqu'au bout. Parce mhm, que c'est aussi une histoire de confiance en soi. Quand on se donne un mhm, but, on va aller jusqu'au bout. Et il y a plein de choses que je pensais faire sur l'île et en fait, j'ai pas eu le temps de le faire ou même j'avais plus l'envie de le faire. Mais euh, ouais, toujours avoir un but. Moi c'était ça, le truc sur l'île, il fallait que j'aie un but. Quand je mhm, me lais, avant d'aller dormir aussi, en m'endormant, je me disais, ok, demain tu vas couper du bois, demain tu fais ça, demain tu vas aller explorer la partie là-bas de l'île, après ici, il y a un nouveau coin de pêche que tu n'as pas été voir, et je modulais ma journée du lendemain, comme ça quand je me levais, eh ben, j'avais déjà ma journée planifiée. mhm, Et les fois où je faisais pas ça, tu te lèves le matin et puis tu es vide. Il, y a, il faut faire ce travail-là le matin au réveil. mhm, Et le fait de l'avoir le soir, quand je me levais le matin, j'avais déjà toute la niaque parce que je savais que, OK, maintenant je vais faire ça, je vais faire ça. Je m'étais auto-donné mon programme de journée. Et ça m'aidait mhm, beaucoup. mhm. Alors ça, c'est extraordinaire parce que, alors, j'aimerais rebondir sur deux choses. Euh, Tout d'abord, comment dire, notre cerveau, il faut savoir que notre cerveau est une machine absolument hallucinante, extrêmement mystérieuse. On sait pratiquement rien sur lui. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que il fonctionne vraiment sur ordre. C'est-à-dire que vous avez ici votre cerveau et vous avez là votre conscience. Et c'est exactement ce que dit Xavier. C'est-à-dire que consciemment, inconsciemment, il s'est dit non, je suis positif, j'ai un but, je fais ci, je fais ça.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Le cerveau, il est plastique, c'est-à-dire que plus vous allez activer certaines zones cérébrales, plus ces zones cérébrales, ces aires cérébrales vont, si vous voulez, grossir, et plus cette faculté, cette qualité que vous êtes en train de faire grossir va grandir. Et ça, c'est valable aussi pour quelque chose de négatif. Vous avez, si par exemple, toute la journée, pendant 3 mois, pendant une année, vous avez des stimuli de colère, c'est-à-dire que vous êtes en colère, cette colère, si on prend le cerveau là, la colère, elle arrive comme un stimuli. Hein, la colère entre dans les neurones vont transmettre cette information à travers des neurotransmetteurs, ces molécules chimiques, hein, par exemple comment dire, les neurotransmetteurs du stress, l'adrénaline et puis le cortisol, par exemple. Et cette information, elle va être distribuée dans le cerveau et le cerveau va donner cette information à votre corps en disant il y a stress, il y a colère. Et le cerveau, il faut vraiment comprendre qu'il ne fait aucune différence entre ce qui est réel, est-ce que vous avez vraiment un danger qui est lié à cette colère, ou alors votre imagination, votre idée. Votre cerveau, il réagit toujours de la même façon, peu importe que ce soit virtuel, dans votre tête, dans les émotions, dans vos pensées, ou si c'est la réalité. Mais dans votre chimie cérébrale, lui, il fait des choses qui sont après physiques dans votre cerveau. Et cette chimie, cette transformation chimique va aller dans votre corps. Alors, pour revenir à Xavier, je pense, en t'écoutant, que ça fait tellement longtemps que tu fonctionnes comme ça, que toutes les zones qui sont, comment dire, les zones peut-être de la peur ou de l'ennui ou voilà, toutes les choses qui sont un peu négatives, dans ton cerveau, ce serait bien de faire comment dire, une imagerie cérébrale fonctionnelle. On pourrait voir qu'à des stimuli extérieurs négatifs, ben, Xavier réagirait complètement différemment que quelqu'un qui est anxieux toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il il active non-stop ses aires cérébrales. Donc, la solution pour arrêter de ruminer, c'est de comprendre que nous avons la possibilité d'aller activer certaines aires cérébrales. Par exemple, on sait que dans le cortex, à un certain endroit, il y a, quand on est rempli de gratitude, il y a cette zone qui commence à s'activer électrochimiquement. Et ça, on le voit dans les imageries cérébrales. Donc, cette rumination, eh bien, on peut faire quelque chose contre cette rumination avec déjà la conscience de comment notre cerveau fonctionne. Et ensuite, ce que tu as fait, Xavier, c'est de dire, bah, j'ai pas le choix, donc je fais. Et quelqu'un d'autre peut-être tomberait dans un abysse ou s'effondrerait. Et voyez, on est dans le sujet de la force mentale. C'est ça la force mentale. C'est d'aller toujours activer dans le cerveau les zones, entre guillemets, qui nous font du bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, il y a une autre chose qui est extrêmement importante à savoir. Ben, Xavier, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu as vécu dans ton expérience. Dans nos sociétés occidentales, nous ne mettons plus notre cerveau au repos. Mettre son cerveau au repos, donc pas dormir, hein, mettre son cerveau au repos et de faire rien, permet de déclencher ce qu'on appelle des circuits qui sont en mode par défaut. J'avais entendu parler de ça. Ouais. Voilà, c'est des circuits neuronaux, ce sont des sous-groupes de circuits neuronaux qui travaillent à l'interne. Ils n'ont pas besoin de stimuli extérieurs. Mais si vous n'arrêtez pas de stimuler, si vous n'arrêtez pas de subir toute la journée des stimuli extérieurs et que vous n'arrêtez pas à un certain moment, ces sous-groupes ne pourront pas se synchroniser et ben, vous allez entrer dans des zones de stress et d'usure, si vous voulez, de votre fonctionnement électrique cérébral.
le mode par défaut là que tu dis, Oui, est-ce que je suis juste en disant qu'il disait que c'était à l'arrêt d'un bus, au lieu d'être sur ton téléphone, juste de regarder les voitures qui passent, de regarder un passant, e- d'être à moitié loin, exactement. En fait, le mode par défaut, il vous transporte comme dans une espèce d'état différé de conscience. Alors, c'est pas un état hypnotique, mais c'est cet état où vous rêvassez, euh, mais vous avez plein de pensées, mais vous allez même jusqu'à l'ennui. Vous dites, oh là là, je m'ennuie. Et c'est pour ça que les enfants d'aujourd'hui ont tellement de problèmes d'hyperactivité, de problèmes comment dire, problèmes de développement cognitif, parce qu'on ne permet plus aux enfants comment dire, de s'ennuyer. Et l'ennui, ce mode par défaut, permet de retrouver une grande créativité. Alors la créativité, c'est aussi un sujet extrêmement important. Quand on est plus créatif, eh bien, on devient un peu dépressif, on est de mauvaise humeur. Et là, qu'est-ce que vous faites? Bah, le contraire de Xavier, vous alimentez les zones cérébrales qui sont relatives à ces états négatifs. Vous allez les alimenter, vous allez les activer et vous allez endormir les autres zones cérébrales. Il faut vraiment savoir que le cerveau, quand vous n'utilisez pas une zone de votre cerveau, par exemple, j'invente, si vous n'utilisez pas votre, euh, votre aire de Broca, l'aire de la communication, le langage, etc., ben, au bout d'un moment, elle s'endort. Alors, ça ne meurt pas, ça s'endort. Donc, il faut aller réactiver. Ben, c'est très intéressant, Xavier, ce que tu nous dis. Tu as encore parlé de l'autodérision. Alors, raconte-nous un peu ton autodérision. Bah, moi, c'est quelque chose que j'ai. Ben, en tout cas, sur l'île, je l'ai développé. Je pense que je l'avais déjà avant. Et maintenant, je l'ai pas mal. Je suis le premier à rire de moi-même. Et et voilà. Et j'ai l'impression que si on arrive à rire de soi-même, c'est qu'on se prend pas trop au sérieux. Et puis que voilà. Après, je peux pas tellement t'en dire plus, mais c'est de la situation de tous les jours. Mhm, Au lieu de me dire, si tu fais une connerie, au lieu de dire, ah, putain, t'es con, quoi. Et ça, de nouveau, ça te donne une idée, une pensée négative de dire, ah, t'es con. Mais si tu rigoles, eh ben, c'est bon, tu te donnes un petit peu mhm, d'endorphine ou de la dopamine. Non, mhm, je mhm. sais plus qu'est-ce que Oui. tu sécrètes. Et t'es là, Mhm. ouh, yeah! Ouais. Et j'ai remarqué que, en tout cas, pour moi, ça marche bien, que le fait d'être autodérision, ben, je reste toujours dans le positif. Mhm, Et après, c'est vrai qu'on est tous différents. Et quand moi, je dis ça, c'est valable que pour moi. Et la manière dont je le dis, moi, je me comprends. Mais mhm, peut-être que les gens qui écoutent, ils comprennent pas vraiment ce que j'essaye de dire. Mais mhm, mhm, de, ouais. Moi, je vis dans le positif, quoi. Si quelqu'un m'embête ou si quelqu'un me raconte des trucs qui m'intéressent pas ou qui sont trop négatifs, je vais directement changer de sujet pour passer sur un truc positif. Autrement, je me lève et puis je me casse. Parce mhm, que les gens qui se plaignent, moi, je peux pas, quoi. mhm, On a tous des problèmes, ça, c'est bien. mhm, mhm. Mais après, c'est une manière de perception des choses. Et Ouais. moi, j'ai l'impression que j'ai cette perception-là de toujours voir le positif dans les choses. Et j'ai Mhm, l'impression que ça me rend heureux en tout cas. Moi, tous les matins, je me lève, je suis, ouh. mhm, Et mhm. voilà, j'ai beaucoup de pensées positives, quoi. Ouais. Alors justement, ça c'est tous les matins tu te lèves et t'es bien. Alors dans le cerveau, il y a vraiment cette roue du hamster, hein. Euh, Pourquoi est-ce que certains n'arrivent pas à sortir d'un comportement émotionnel ou physiologique, simplement parce que votre cerveau, il crée des programmes neuronaux, des programmes de conditionnement, hein. Alors le conditionnement, il peut être externe, c'est-à-dire que l'éducation, etc. Mais il y a beaucoup de conditionnements que l'on s'inflige à soi-même par des mauvaises pensées, des mauvaises émotions. Dans tous les gens qui sont là ce soir, toutes les personnes, je serais curieuse de savoir qui
tous les matins se lève avec une pensée lumineuse, ou dit ouais, super journée, ou s'il y a quelqu'un qui tous les matins se réveille et dit oh non, quelle journée. Alors, les chercheurs ont trouvé que l'état émotionnel dans lequel vous êtes dès que vous vous réveillez va conditionner toute votre journée. Mais c'est encore pire. C'est-à-dire que non seulement ça conditionne toute votre journée, mais les circuits neuronaux, ils sont cristallisés, ce qui fait qu'une émotion, elle va engendrer une pensée, donc vraiment chimiquement dans le cerveau, en raison des neurotransmetteurs qui circulent. Donc, une émotion va engendrer une pensée, la pensée va engendrer une émotion, le corps, il va réagir d'une certaine façon, et vous tournez en boucle. Et on ne réalise plus qu'on tourne en boucle. Et pour casser ça, il faut déjà avoir la conscience que l'on fonctionne comme ça. Et ensuite, on casse en disant, voilà, c'est pas la méthode Coué, hein, parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais simplement de se dire tous les matins quand on se réveille, j'aurai une super journée. Déjà, ou alors le soir avant d'aller au lit, pour favoriser les bonnes ondes cérébrales qui vont agir durant la nuit, dire je vais passer une belle nuit, même si même si on va être un peu insomniaque. Voilà, s'habituer petit à petit à modifier son langage pour que le langage influe sur l'émotion et pour que l'émotion influe après sur la physiologie. Donc c'est vraiment passionnant. Tu as quand même dit quelque chose, Xavier, tu as dit quand on est au pied du mur. Donc toi, quand tu es au pied du mur, pareil. Alors raconte-nous, je voulais juste, ça m'intéresserait, tu sais, dans Seul au monde, il y a cet épisode où il parle à son ballon, là, j'ai oublié le nom. Wilson. Voilà. Alors d'abord, est-ce que tu avais vu le film Seul au monde avant de partir? Est-ce que ça t'a inspiré? Et qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as eu des moments où tu avais besoin de parler à quelqu'un ou pas du tout? Est-ce que tu te parlais à toi-même? Raconte-nous. Alors, le film Seul au monde, oui, je l'avais vu. Je pense que tout le monde a vu ce film. C'est un des grands classiques. Mais non seulement je l'ai vu, mais je vais faire le DVD à ma maman la veille de partir sur mon île. Je vais faire celui-ci et puis l'autre qui s'appelle Into the Wild, Ah oui, où le mec il oui. décède en plus là. Et quand je suis revenu, ma maman, elle m'a dit, c'est la dernière fois que quand tu pars en expédition, tu me donnes des films comme ça. C'était l'horreur pour elle, quoi. Mais bon, moi, je l'avais pas vu dans ce sens-là. C'était plus pour. Après, est-ce que j'avais mon Wilson? Non. Mais c'est intéressant de dire qu'au début, je me suis retrouvé tout seul. Donc, j'étais parachuté du jour au lendemain dans la jungle. Bon, déjà, je connaissais rien à ce mode de vie volontairement, mais de deux, j'étais seul, quoi. Et la solitude, c'est quand même quelque chose, il faut gérer, quoi. Mhm. Après 6 jours, si tu veux, j'ai eu un énorme clash. C'est comme si tu éteignais la lumière et j'étais en train de faire une cage à poissons que j'ai jamais terminé d'ailleurs, voilà, jamais fonctionné. Et là, je m'assieds, je commence à pleurer, quoi. C'est comme t'enlèves l'électricité. Et je me dis, mais excuse-moi du mot, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Ta famille, tes amis, ton frigo plein de bouffe, il est en Suisse, tes parents sont en Suisse, tu as un joli petit chalet dans les Alpes, et toi, tu décides comme un gros blaireau de partir au bout du monde en solitaire. Et ça, c'était le premier clash, moi, avec la solitude. Et après, dans le courant de ces 300 jours-là, j'ai réalisé que pour vivre, j'ai- le- j'avais la liberté ultime, parce que ta liberté s'arrête là où la liberté des autres commence, mais par contre, j'avais la solitude. Pour avoir cette liberté-là, j'avais la solitude. Et, et, euh, et du coup, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse le brouillard autour de toutes les pensées que j'avais qui allaient vers ma famille et mes amis. Parce que ça me bouffait ça me ramenait constamment en Europe. Et il y a des soirs où je rêvais que j'étais avec ma famille. J'étais chez moi, dans la maison de mes parents, et on discutait avec mes parents à la table de la cuisine. Et quand je me réveillais le matin, j'étais tout déprimé parce que, bah mince, en fait, c'était un rêve.
Et il y a des fois où j'aurais bien voulu que ça soit l'inverse, Mhm, que bah, je sois ici en Suisse et puis que je rêve cette aventure parce mhm, que dès que tu te réveilles, eh bien, bah, t'es de nouveau chez toi dans un cadre que tu connais. Et il y a eu un truc aussi, c'est qu'au début, je parlais beaucoup à haute voix parce que tu es seul, hein, il y a vraiment personne pour t'écouter, quoi. Donc, mhm. et je parlais, alors, je parlais à l'océan, hein, parce que pour qu'il me donne du poisson, je parlais à la jungle pour qu'elle me donne des fruits, des racines. Je parlais vraiment comme si c'était des hommes ou des gens qui, en tout cas, qui m'écoutaient, quoi. Et après une semaine ou 10 jours, je me suis dit, il faut que tu arrêtes ça, parce qu'au bout d'un moment, ça va pas le faire. Mhm. Le, sur l'île, je pouvais faire ce que je voulais, mais après, quand tu rentres en Suisse, eh bien, si j'avais pris cette habitude-là, bah, tu parles à haute voix, même sans t'en rendre compte. Et les gens, ils m'auraient traité de débile. Mhm. Regarde, il rentre de sa jungle, j'avais une grosse barbe. Ils auraient dit, ouais, il a pété un câble, quoi. Donc, ça veut Et dire que tu as déjà projeté que si tu continuais, tu aurais eu un automatisme. ouais. Ben, Tu vois, après, ouais. ouais, ouais. Mais ça, c'est fascinant parce que c'est exactement ce qu'on dit. Donc, le cerveau, il a besoin de au moins 30 jours pour créer une nouvelle habitude. Il va s'ancrer neurochimiquement dans le cerveau. 30 jours, un mois, Ouais, ok. environ. Ouais, en fonction, ça peut aller jusqu'à même 3 mois. Mais disons, voilà, c'est une échelle. Et ce que je trouve fascinant, et là, c'est vraiment comment dire, c'est le centre du travail de Transbrain. Transbrain signifie aller au-delà du cerveau, hein. Transbrain, aller au-delà du cerveau. De nombreux neuroscientifiques cherchent encore aujourd'hui l'endroit où se loge la conscience dans notre cerveau. Mais ils n'ont toujours pas trouvé parce que la conscience n'est pas dans le cerveau. Si, si. Vous avez le cerveau ici et vous avez la conscience ici. Et ce que Xavier raconte, c'est exactement ça. Vous voyez, à un certain moment, sa conscience, elle dit à son cerveau, voilà, maintenant, on va faire ça. Et le cerveau, il obéit. Donc, ça veut dire que tout ce que le cerveau fait depuis notre naissance jusqu'à notre mort, ce sont des réactions euh, physiologiques, donc neurochimiques, à partir de stimuli qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire que soit on subit toute notre vie ce qui vient de l'extérieur et qui va se transformer dans notre corps et qu'on se dit j'ai pas le choix, hein, je suis en colère, j'ai pas le choix, je suis triste, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ou alors, avec notre conscience, on se dit non, je ne veux pas ça, je veux ça. Et automatiquement, notre cerveau va modifier sa neurochimie. Et je pense que si, Xavier, tu n'avais pas eu cette personnalité avant, bah, tu aurais peut-être vécu ces 300 jours, bah, peut-être tu n'aurais déjà pas fait 300 jours, mais peut-être que ça aurait été une abomination, tu vois. Alors, c'est vraiment très intéressant. La conscience, c'est quand tu as décidé que il fallait que tu mettes en filigrane derrière toute ta famille, parce que tu as consciemment, inconsciemment, tu as compris que de penser sans arrêt à eux, ça te faisait du mal. Et donc, tu as fermé le rideau, les petits rideaux derrière toi. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment tout le travail fascinant et passionnant sur le cerveau. C'est de se mettre en observateur. Moi, je me mets en observatrice de mon cerveau. Et quand je réagis à des stimuli, alors, je vais peut-être réagir pas d'un coup comme ça. Puis après, je me dis, non, mais là, tu as fait ça comme ça, tu as réagi comme ça, mais j'aimerais pas ça. Et c'est exactement ce que tu as fait. Et c'est extraordinaire. Donc là, on peut vraiment s'inspirer de toi, cette force mentale, c'est ça, c'est la gestion de tout ce qui t'arrive dessus en pensée, en émotion, et que toi, tu arrives à transformer avec ta conscience pour que la neurochimie se remette, comment dire, se réinverse à ta faveur. Donc, c'est Ouais, extraordinaire. ouais. Ouais.
moi, j'étais vraiment mon propre psychologue, tu vois, parce que Exactement. Ouais. et du coup, ça, j'avais vraiment en tête que assez souvent, si tu veux, je me regardais depuis un point de vue extérieur, si tu veux, Mhm. et Mhm. j'étais vraiment objectif. Ouais. C'était vraiment l'idée de dire bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça marche? Ouais. Est-ce que bon, là, ok, comment tu vas Mhm. psychologiquement Mhm. et il fallait que je sois mon propre psychologue parce que tu peux dériver tellement, tu peux dériver gentiment. Et vu que tu es Mhm. seul, tu n'as pas un miroir d'un être humain qui te dit, Xav, tu es en train de péter un câble. Ouais. Et j'ai vraiment fait ce travail-là consciemment parce que je savais que bah, j'allais rentrer un jour. Et puis, il fallait que je sois en état de rentrer parce que tu peux assez vite venir Mowgli, l'homme de la jungle, tu vois, en 300 jours dans la jungle. Ouais. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment, tu as une belle source d'inspiration. Et puis, il y a quelque chose qui m'a titillé, c'est que tu as parlé de liberté ultime. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est pour toi la liberté ultime? Et à quel moment tu as ressenti, euh, ouah, là, je suis libre. C'est quoi? Waouh, ça c'est déjà de la question master puissance. Ah, ben, La- c'est toi qui as parlé de liberté ultime? Ouais, ouais. Ben, moi, en tout cas, je me sens libre dans ma vie de tous les jours parce que Mhm, j'ai choisi la profession que je fais, c'est-à-dire coach de montagne, freeride. mhm, J'aime la montagne et du coup, je me lève pas pour aller jobber, je me lève pour aller skier. Et ça, c'est déjà une liberté ultime. C'est un choix que j'ai fait, mhm, j'appelle même pas ça ce travail, mais c'est cette passion-là qui me ramène de l'argent en plus. mhm, Et puis, je me sens. La liberté, bah, ta liberté, comme je disais avant, s'arrête là où la liberté des autres commence. Et, euh, et voilà, j'aime passer du temps avec des gens, mais j'ai besoin de passer beaucoup de temps aussi seul mhm, avec moi-même. Et ça, c'est mhm. important que je puisse choisir. Quand on me dit, ah, viens demain soir, on fait un souper, viens demain soir, et que j'ai pas l'envie, bah, je vais pas passer une monstre belle soirée parce que pour être libre, j'ai besoin d'avoir du temps avec moi-même. Oui, Et, tout et à fait vrai. euh, Mhm. ouais, vas-y. Bah, c'est vraiment donc tu utilises ton cerveau à une des plus hautes performances parce que le temps qu'on consacre à soi-même, justement, c'est un temps de recréation, de réparation de son cerveau, de reconnexion à soi-même pour, euh, comment dire, pour arriver de nouveau à un stade d'imagination, de créativité. Donc, en fait, c'est ce que tu fais. Ouais. Ok. Ben, tu vois, après c'est ça, on est tous différents, toutes les personnes qu'on est là ensemble, on est tous tellement différents. Et moi, quand j'explique ça, pour moi, tout le monde est comme ça. Mhm, Parce que, bah, et pour toutes les autres personnes, bah, on s'imagine que les autres ont une manière de penser la même chose que la nôtre, parce que mhm, bah, mhm, c'est ce qu'on voit tous les jours. Alors, mhm. on voit qu'il y a des blaireaux partout qui disent, mais comment il pense, lui, il a pété un stolz. Mais après, et toi, tu dirais voilà, que la manière dont j'utilise, mais moi, c'est normal, parce que comme tout le monde, on fait tout le temps ça, donc ça paraît normal, en fait. Alors déjà, pas du tout, hein, je peux te dire que pas du tout, pas tout le monde pense comme toi. D'ailleurs, c'est pour ça que nous nous réunissions ce soir. C'est parce qu'on aimerait avoir, c'est pas forcément des trucs astuces, mais vraiment une inspiration et puis de comprendre en parallèle. Bah, là, le cerveau, il fonctionne comme ça au moment où tu te comportes de telle manière. Voilà, c'est vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as exactement cette conscience qui éduque ton cerveau. Moi, je dis toujours aussi à mes coachés, vous devez vraiment vous imaginer que, tu l'as dit avant, hein, vous êtes le sujet et l'objet, c'est-à-dire que vous êtes l'observateur de vos comportements, de vos pensées, de vos réactions, de vos impulsivités, et euh, vous êtes les deux. Et donc, mais c'est la conscience uniquement qui va pouvoir éduquer ce qui se passe dans le cerveau. Le cerveau tout seul, il est en roue libre, hein. Le cerveau, il a été créé pour être dans une zone de confort. Il faut jamais oublier ça. Le cerveau est paresseux. Il va toujours trouver des niches de confort et
quand il a trouvé toutes ces zones de confort et que vous, voilà, comme un automate, on y va, on y va, on y va, le moment où il faut sortir de sa zone de confort, chimiquement parlant, c'est pas possible parce que il y a une cristallisation. C'est comme s'il y avait je sais pas si on dit ça, hein, une pierrification de poussière. Et après, il faut décomposer tout ça. Il faut redécristalliser et ça prend du temps. Et ça peut se produire uniquement avec une prise de conscience et la conscience que tu as. Ok, intéressant. Alors, je vous repropose maintenant, pour pas vous endormir, bougez un peu sur vos chaises, faites un peu de mouvement, buvez quelque chose. Et puis, on refait le petit exercice avec les yeux. Donc, vous pouvez regarder au loin, vous imaginez que vous êtes face à la mer sur une île déserte. Vous bougez les yeux à gauche, à droite. On va défocaliser, ça va nous relaxer sans nous endormir. Voilà. Parfait. Bon, Attaquer. Xavier, on attaque. Alors, la prochaine thématique, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on on va parler de ça? Mais oui, parce que quand même, c'est une thématique qui revient et qui est très intéressante parce que elle est liée à de nombreux fonctionnements du cerveau et c'est très intéressant aussi pour Xavier. Alors, on va parler de la procrastination. Alors, il faut savoir que tout le monde procrastine à un moment ou à un autre. Simplement, certains procrastinent 3 semaines, d'autres 3 ans, et d'autres 5 minutes. Alors, la procrastination, on dit souvent qu'elle est liée à la motivation. Et certaines personnes disent, oh, mais je n'arrive pas à me motiver. Ou certaines personnes disent, quand j'aurai un but dans ma vie, je pourrai me motiver. D'autres disent, quand j'aurai le métier de mes rêves, je pourrai me motiver. Ça, on va voir tout à l'heure qu'est-ce qui se passe dans le cerveau par rapport à ça. Et moi, j'aimerais poser la question à Xavier. Déjà, est-ce que tu as déjà procrastiné dans ta vie? Je ne parle pas de mettre ton cerveau au repos. Hein. Comment tu t'es senti? Parce que certains se sentent un peu coupables. Et quels sont tes leviers de motivation? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves? Ouais, bon, tu nous as déjà dit, tu ne travailles pas, finalement, tu vas skier. Mais si tu regardes un peu toute ta vie, ce dont tu te rappelles, comment est-ce que tu verrais toi? Est-ce que tu as une idée de comment tu te motives? Ou comment tu motiverais quelqu'un? Si tu devais nous motiver, là. Ok. Alors, si je remets à demain les choses que je voudrais ou devrais faire aujourd'hui, je dirais rarement, parce que je me dois de tout à moi-même. Quand j'organise une expédition comme le Fly the World, c'est 5 ans de préparation et je fais ça tout seul en dehors de mes heures de travail. Donc, si tu commences à dire non, mais ça, je fais un autre jour, ça, je fais un autre jour, ça, je fais un autre jour, l'expédition ne serait jamais partie, les 300 jours non plus. Et Mhm. moi, je suis plus dans l'action. Si je veux un truc, tu as des gens qui sont très bons pour la parlotte. C'est une sorte de procrastination, si tu veux, mais ils t'expliquent pendant 1 heure des choses. Ouais, je vais, tu verras, ouais, je vais faire ça. Et tu les recroises 6 mois plus tard. Puis tu es là, hey, comment ton projet? Ah non, 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 mais non, non, ça c'est autre chose. Mais attends, mais maintenant, je vais. Et c'est des mecs ils te parlent pendant des heures mais c'est de l'air. Mhm. Et ça, moi, je commence à avoir beaucoup, beaucoup de peine. J'aime les gens qui sont dans l'action. Et à un moment donné, si tu fais pas les choses, elles vont pas se faire toutes seules. Et si on a une idée, l'idée, c'est le début de quelque chose. Après, il faut la matérialiser. Mhm. Et du coup, si tu remets au lendemain, ça fonctionne pas. Et moi, je suis vraiment j'ai l'impression que bon, on va dire qu'il y a deux, trois choses que je remets à demain, sortir la poubelle ou un truc comme ça. Mais c'est pas des choses qui ont une valeur significative dans ma vie, à part que la souris, elle vient manger dans la poubelle. Mais autrement, dans ma vie, c'est vrai que je discute peu, je parle peu de ce que je fais. Quand j'organise une expédition, il y a personne qui sait jusqu'à ce que je revienne, en fait, ou jusqu'à ce que l'expédition parte. Mhm. Parce que j'ai l'impression qu'il faut dire c'est bien, faire c'est mieux. Et du coup, je suis vraiment dans l'action.
et pour motiver les gens. Les 300 jours, si tu veux, je suis revenu, on a sorti un documentaire. Les gens regardent le documentaire, ils en retirent ce qu'ils veulent. Même chose pour Fly the World, il y a un documentaire qui est sorti. Et puis, plus que de parler aux gens, d'essayer de les motiver par. Je me vends très mal, moi, en fait. C'est plus. Regardez le documentaire, il parle beaucoup de ma philosophie, de comment moi je vois la vie, comment je. Et puis, voilà, c'est plus parce que je fais que je motive les gens que parce que je dis. Mhm. Alors là, j'aimerais enchaîner sur aussi de nouveau une propriété ou une qualité du cerveau. Enfin, qualité, on peut le voir d'une façon ou d'une autre, mais il faut savoir que le cerveau, il apprend, il assimile et il intègre à 95% par mimétisme, de façon inconsciente. Donc, on n'a que 5% finalement de notre cerveau qui est conscient. Même les adultes, les enfants, je sais que c'est des vraies Tout à éponges, fait, oui, mais oui. Alors, c'est justement ces programmes de circuits neuronaux qui sont devenus des automatismes. On fait les choses sans plus réfléchir. On imite quelqu'un sans plus réfléchir. D'ailleurs, si vous faites un peu une fois l'exercice, si vous avez quelqu'un en face de vous, et puis vous commencez à bouger d'une façon ou d'une autre, au bout d'un moment, la personne, elle va vous imiter. Donc, ce sont vraiment des mécanismes inconscients. Et si on n'y fait pas attention, bah, on tombe dans le piège. Et ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est que, et ça, c'est un message que je vous donne à tous, puisque de façon inconsciente, on va copier un modèle, alors autant copier des modèles comme Xavier. Et en fait, en regardant ces films, Xavier, en regardant tes films, on intègre. Le cerveau, il va intégrer quelque chose, il va garder quelque chose parce que dès qu'il y a inspiration, authentification, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Ça va rester. Il y aura un petit acquis quelque part. Et donc, entre guillemets, on peut dire que tu motives en racontant qui tu es finalement. C'est une ouais, inspiration. en faisant des choses, quoi. Après, Voilà. Ouais. Ouais. ouais, t'as des gens qui sont forts à parler. Bon, j'ai donné beaucoup de conférences sur les 300 jours. Je crois que Mmh. j'ai dû partager avec plus de 200 000 personnes en 7 ou 8 ans à travers l'Europe. Ouais, alors, mais les conférences, au bout d'un moment, j'ai décidé de les arrêter un petit peu parce que, bon, déjà, ça fait un moment, c'est l'île. Moi, je veux aussi passer à autre chose, Mmh. un peu moins penser à ça. Mmh. Et puis, ben, très souvent, alors tu es sur une estrade, tu donnes une conférence d'1 heure, à la fin, les gens, ils viennent, waouh, c'est génial, incroyable, tu as l'impression ils vont changer leur vie, quoi. Mmh. 1 heure après, bah, ils sont dans la voiture en rentrant. Et puis, j'imagine que la plupart, bah, ils se disent, ah, bah, il était sympa, le gars-là, il est un peu fou, mais sympa. Et puis, Mmh. ils repartent dans leur vie. Là, Mmh. il y a un exemple que je peux te donner qui pour moi, était génial. C'est la première conférence que j'ai donnée au Salon du Livre à Genève. La fille, elle arrive, et puis une fille à la fin de la conférence, 20 ans, je pense, puis elle m'a dit, j'ai suivi la préparation de ton expédition, il y a eu un truc sur Nouveau qui était passé, je suivais tes petits messages 300 jours, et puis là, bah, c'est cool parce que je te vois, tu es à Genève et tu es en conférence, et je veux te dire merci. Parce que moi, j'avais pas confiance en moi et j'ai suivi ton aventure et je me suis dit, bah, finalement, si lui, il peut faire un truc comme ça, eh bien, moi, je peux aussi faire. Et elle avait booké un billet d'avion pour Australie, sac à dos, pendant 6 mois. Et elle a dit, bah, si Xavier peut vivre ses rêves, pourquoi pas Mmh. moi? Ouais. Et c'est la plus belle chose. Alors, c'est peut-être une personne sur 200 000, mais si juste cette On n'en sait personne-là, rien. On n'en sait ouais, rien. bah, Ouais. déjà ça. Ouais. Mais c'est la plus. Moi, ça m'a vraiment mis du baume au cœur parce que, ben, en tout cas, j'ai pu aider à changer l'idée Mhm. qu'elle avait d'elle-même, peut-être, Mhm. Mhm. à travers ce que j'ai fait et non pas ce que j'ai dit au Salon du Livre. Oui, oui, oui. Voilà. C'est incroyable, ouais. Et juste encore pour terminer sur la procrastination, euh, comment tu gères ton temps? Si par exemple tu as, un projet, est-ce que t'as plein de petits objectifs? Est-ce que comment tu fais ça? Ben, il y a différentes étapes
dans un projet, ouais. Alors, je vois le projet dans sa globalité. Après, tu le fractionnes en différentes parties. Il y a la partie budget, il y a la partie organisationnelle, il y a la partie matérielle, il y a la partie sponsor, marketing, Internet, Mhm. sociaux. Et après, il y a des moments pour chaque étape, quoi. Ouais. Mais je fais pas une liste prédéterminée en me disant, ah, il faut Mhm. que je fasse ça, il faut que je fasse ça maintenant, il faut que je fasse ça. Je laisse le truc s'enchaîner et avant que je fasse quelque chose, la plupart du temps, j'y réfléchis, quoi. Tough War, ça m'a mis 14 mois de préparation. C'est assez rapide, hein, finalement. La nuit, quand je dormais, hein, quand je préparais ça ici à Verbier, j'étais déjà sur Tough War. Et je rêvais de. OK, et je me levais le matin et j'avais 1 milliard d'idées qui me sont venues pendant la nuit parce que j'étais tellement dans le projet ouais, et beaucoup d'organisations, c'était en dormant, en tout cas du management du truc. Et puis après, la journée, bah, tu mets en pratique, tu fais tes mails, tu fais tes machins. Mhm. Mais quand je dormais, j'étais en expédition. Le Fly the World, la même chose. Mhm. Je fermais les yeux, je partais dans les nuages, quoi. Mhm. C'était affolant. J'ai- J'étais déjà dans l'aventure alors que je la préparais, quoi. Ouais, ouais. Tu es vraiment dans cette visualisation créatrice qui te permet déjà de matérialiser dans la pensée et après, il reste plus que la concrétisation dans la matière. Ouais, et ça m'aide aussi à être pour les 300 jours, parce que toi, là, tu débarques, tu es, au milieu de rien. Et j'ai fait plein de rêves qui m'ont déjà préparé à l'aventure euh, Mhm. qui allait arriver. Et j'imagine que ça facilite énormément, ça donne plus de confiance aussi, parce que Mhm. tu as l'impression d'y être. Quand le cerveau, il rêve, ou quand on rêve, est-ce que c'est juste ou pas que dire que le cerveau, à un moment donné, il fait pas vraiment la différence. C'est difficile pour le cerveau de faire la différence entre le rêve et la réalité, ou entre une pensée que tu Mhm. crées ou une action que tu fais. Le cerveau, pour lui, les données sont les mêmes. Sont les mêmes. Alors, le rêve, on ne sait pas encore exactement. Mais en tout cas, toutes tes émotions et toutes tes pensées vont avoir la même répercussion sur la chimie de ton cerveau qu'une action. Ça veut C'est dire fou que ça, hein. quand tu as déjà visualisé, mais puissamment, quand tu visualises avec tout ton être, avec tes émotions, avec les pensées, avec les détails, comme si tu étais déjà, ton cerveau, il croit que tu y es déjà. Donc, toute la chimie cérébrale se met en branle comme si tu étais là-bas. Ouais, c'est fou ça, hein. Ouais, Et ça marche pour tout, ça marche pour n'importe quel projet que n'importe qui tout, peut avoir. tout. C'est pour ça qu'on dit, tu sais, en développement personnel, on dit euh, euh, tout ce en quoi je crois se réalise, est vrai. Parce que la pensée, c'est de la matière. Puisque toute pensée va aller dans ton cerveau, entre guillemets, faire des choses, donner des informations, se transformer chimiquement et donner l'information à ton corps. Donc même ton corps, il va bouger comme si tu étais déjà là-bas. D'ailleurs, par exemple, il y a comment dire, la réparation du corps par la pensée, ça existe, hein, il y a des milliers et des milliers et des milliers de témoignages de gens qui ont, par leur pensée, ils ont modifié la chimie de leur corps pour guérir. D'ailleurs, il y a un très célèbre médecin qui s'appelle Joe Dispenza. Et lui, il a eu un accident, il a eu la colonne vertébrale cassée. Et pendant 6 semaines, il a travaillé dans sa tête. Bon, il connaissait son anatomie. Hein. Il a travaillé dans sa tête. Il a visualisé la réparation de son corps. Et il a guéri. Ouais. Fou, Donc, c'est toi, fou. ce que tu fais, c'est exactement ça. Je pense qu'on le fait tous, consciemment ou inconsciemment ou indirectement. Oui, oui, oui. C'est pour ça que il faut vraiment soigner notre cerveau. Parce que quand notre cerveau déraille, nous n'avons plus la capacité d'imagination et la capacité de l'imagination, visualisation interne, eh bien, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est ce qui fait que nous sommes vivants, sinon nous sommes des morts vivants.
Donc, il faut absolument soigner notre cerveau pour que notre conscience puisse continuer à vivre de façon sereine dans le corps. Ouais. Alors, bonne nouvelle pour tous ceux qui se disent je procrastine, qu'est-ce que je fais et tout. Alors, la procrastination n'a rien à voir avec la motivation, sauf si on prend la motivation par sa racine qui vient du latin, qui veut dire movere, un bouger. Alors, il y a environ 4 ans en arrière, des neuroscientifiques ont fait une trouvaille assez incroyable. Alors, la procrastination est liée au circuit de la récompense. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça dans le cerveau. Dans le cerveau, nous avons un petit circuit qui s'appelle le circuit dopaminergique, qui est le circuit de la récompense. C'est-à-dire, je mange un petit bout de chocolat, mon cerveau, il va sécréter de la dopamine, il est tout content. Voilà, ça c'est l'état normal. Maintenant, si je continue à manger du chocolat, eh bien, il va se passer des choses qui ne sont, comment dire, je vais vous l'expliquer. Attendez, je suis en train de réfléchir si je vous dis ça ou si je vous dis ça. Bon, je vous dis ça. Je prends une image. Je prends une image. Alors, c'est pas mon image, c'est l'image de ce scientifique. Il a, il a pris l'image d'une biche qui, tout à coup, elle est là et elle se sent agitée à l'intérieur d'elle, elle se sent un peu stressée. Et parce qu'elle a cette agitation intérieure, ben, elle bouge. Donc elle bouge jusqu'à ce qu'elle entende le bruit de l'eau et elle va à l'eau. Mais elle ne sait pas qu'elle a soif. En fait, c'est son circuit intérieur qui l'a fait bouger. Donc, elle va à l'eau et elle boit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Ah, il est tout content. Il sécrète de la dopamine. Comme je suis bien. Et ça, c'est un mécanisme de survie de toutes les espèces humaines, les animaux et les êtres humains. Parce que dès l'instant où vous êtes récompensé, je suis récompensé, ça fait du bien, j'ai bu de l'eau, votre cerveau, il commence à construire une association au bien-être et il va commencer à construire un petit circuit de souvenirs qui va permettre à la biche de d'aller encore plus loin, peut-être d'aller chercher un lac un peu plus grand, une flaque un peu plus grande, ou alors d'aller chercher de la nourriture. C'est comme le bébé quand il crie, il ne sait pas qu'il crie parce qu'il a faim, il ne dit pas j'ai faim. Il y a, chaque être humain, c'est vraiment un circuit interne de survie. Le circuit de la récompense, donc il fonctionne comme ça, hein, et normalement, bah, la biche, bah, voilà, soit elle va trouver une flaque plus grande, soit elle va trouver de la nourriture pour ne pas mourir. Chez l'être humain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'être humain, bah, il prend ce bout de chocolat, comme je vous le disais, et puis peut-être il prend un deuxième bout de chocolat. Chaque fois que vous vous récompensez, le cerveau sécrète de la dopamine. Donc, je prends du chocolat, je prends du chocolat, je prends du chocolat, et votre cerveau, il sécrète de la dopamine, de la dopamine, de la dopamine. Mais seulement, notre cerveau est malin, il ne travaille pas à l'infini, et à un moment, la dopamine a atteint, je vais dire, un plafond de verre. Et là, que fait le cerveau? Il commence à sécréter une autre hormone, qui est la noradrénaline, qui est l'hormone du stress. Donc, vous continuez à manger votre chocolat parce que vous voulez retrouver cette sensation de dopamine, mais puisque le cerveau il commence à pécloter comme ça, eh bien, il faut en manger toujours plus. Et ce qui se passe, et ça c'est extraordinaire, ils l'ont vraiment découvert un peu par hasard, quand le taux de noradrénaline a tellement augmenté, il va bloquer dans l'aire cognitive, donc du cortex, il va bloquer les fonctions motrices, c'est-à-dire ce qui vous fait bouger. Et là, qu'est-ce qui se passe? On abandonne, on laisse tout tomber. Et quand on est en procrastination, il y a ce circuit
qui se met en branle parce que la procrastination, c'est une impulsivité. On veut se récompenser tout de suite. Alors, on n'arrête pas de se récompenser tout de suite et au bout d'un moment, on n'a plus de dopamine. Et c'est la noradrénaline qui prend le plafond. Alors, dans ce cas-là, il y a une solution, c'est de créer de nouveau de la sécrétion dopaminique de façon artificielle. C'est-à-dire que, par exemple, alors je reprends maintenant, Xavier, ton exemple, des objectifs, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Si maintenant vous avez un objectif à 3 semaines et que vous voulez faire tout en une fois, ben, le fait de faire tout en une fois va vous faire augmenter votre noradrénaline et vous n'aurez plus de satisfaction. Donc, vous allez abandonner. C'est pour ça que, par exemple, il y a les gens qui veulent faire beaucoup de sport. Donc, si je n'ai pas fait de sport pendant une année, puis je me dis maintenant je m'y mets, je vais 3 fois par semaine, je fais 2 heures, ben, mon corps, il va pas, mes neurotransmetteurs vont pas capter et je vais abandonner. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce que ça, c'est vraiment très important de comprendre que ta façon d'être, de travailler, d'organiser et tout est complètement liée à cette conscience que tu as que peut-être que si tu faisais tout en une fois puis que tu faisais pas voilà au fur et à mesure comme ça vient, tu n'aurais pas de satisfaction parce que là tu es satisfait parce que voilà, tu fais les choses. Tu vois, tu n'es pas en train de te stresser en disant bon, je fais ça et puis après je me récompense parce que j'ai avalé, je sais pas, une boîte de chocolat parce que j'ai réussi à faire ça et puis après tu as déjà ton taux de dopamine qui s'effondre. Donc je trouve vraiment très intéressant. Et est-ce que tu peux avoir une sécrétion de dopamine en regardant un coucher de soleil, en regardant quelque chose, ou est-ce que c'est... Tout à fait. Alors, nous avons dans le corps, alors il y a des catégories de neurotransmetteurs, ou on peut aussi appeler d'hormones, euh, et on parle de 4 à 5 neurotransmetteurs du bonheur. On dit, voilà, c'est les hormones du bonheur, il y a l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine et puis la dopamine. Et chaque hormone, par exemple, l'ocytocine, on dit que c'est l'hormone de l'amour, du bonheur, parce qu'elle est liée au lien. Le lien social va faire sécréter, va permettre au cerveau de sécréter de l'ocytocine et d'être bien avec soi-même. Donc, l'endorphine, c'est plutôt l'hormone qui va être sécrétée en cas de douleur. Voilà, pour le cerveau, hein, c'est une espèce de déconnexion. Et après, voilà, vous avez la dopamine, oui, c'est une récompense. Donc oui, c'est un peu, elle peut être sécrétée lors du coucher de soleil. Ouais. Bon, là, c'est vraiment très schématisé parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau chimique dans le cerveau quand on fait des belles choses. Et toi, bah, apparemment, de tout ce que j'ai compris ce soir, ton cerveau, il faudrait vraiment passer à l'imagerie cérébrale, lui donner les stimuli pour voir un peu comment il réagit. Mais ouais, je trouve que tu as un magnifique exemple. Moi, j'ai beaucoup appris ce soir avec toi et c'est vraiment magnifique, quoi. Alors là, je veux te poser une dernière question et puis après, on passe aux questions-réponses. Est-ce que vous êtes d'accord de faire encore un petit quart d'heure jusqu'à 10h moins quart? Oui. Moi, oui. Alors, tu peux nous dire encore en 2 mots quels sont maintenant, alors quels sont encore tes rêves et qu'est-ce que tu vas encore faire ces prochaines années? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Si tu Alors, as envie. bien sûr que j'ai des rêves. On est tous les mêmes, hein. Tous les gens qui sont avec nous là ce soir, on a tous des rêves. Après, tu as des rêves qui sont des rêves d'une journée, des rêves d'un instant, des rêves des rêves d'une semaine, des rêves de vie. Et donc, il y a différentes catégories de vie. Et bien sûr que j'en ai plein. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah là, pour l'instant, je skie. J'apprends à naviguer maintenant. J'ai échangé mon ULM contre un petit voilier et j'apprends la navigation. Je trouve que c'est quelque chose de très sympa aussi de découvrir la Méditerranée pour l'instant via la mer.
Et puis après, j'ai différents projets que je suis en train de mettre sur pied. Et comme j'ai dit, moi, je préfère, dans la vie, ce que j'aime faire, c'est pas forcément dire. Mhm. Donc, je ne vais pas aller tellement plus loin dans ce que je suis en train d'organiser. Après, il y a différentes expéditions. On avait une expédition qui était géniale, qui devait s'appeler Afriquad, et elle n'a pas abouti. Il y a une autre, il y a 50% des expéditions que j'organise, ou de voyages que j'organise en tout cas, aboutissent pas Mhm. pour différentes raisons. Et du coup, c'est pour ça que l'exemple que je disais avant, parler, c'est facile, et c'est dans l'action qu'on détermine qui Mhm. on est. Alors, c'est pour ça que je parle peu de mes voyages futurs, et même quand on rencontre quelqu'un qui me connaît pas, c'est pas moi qui vais dire que j'ai été sur une île, que j'étais dans le top 5 mondial en snowboard. Je, je, je discute très peu de moi. Je préfère discuter des autres ou d'autres sujets. Alors, d'autant plus merci d'avoir parlé de toi ce soir. Est-ce que tu voulais encore transmettre quelque chose à notre public? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu dis, ah, mais ça, j'aimerais encore dire? Tu viens comme ça en Bah, tête? on a parlé de pas mal de choses, et bah, il y a une phrase que beaucoup de gens me disent. Ils me disent, Xavier, t'as tellement de chance de pouvoir faire ce que tu fais. Mhm. T'as tellement de chance. Et à la fin des conférences, souvent, j'entends ça. Et moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que la chance, il faut pas mettre le truc sur la chance. Euh, Chaque choix a des conséquences, comme on en parlait hier. Et ben, moi, j'ai fait différents choix qui font en sorte que ben, maintenant, je peux faire ce que je fais maintenant. Et puis, si dans la vie, on veut faire quelque chose, il faut y aller. La chance, elle sera là pour nous aider, pour nous donner un petit coup de main. L'énergie de l'univers, ou tu l'appelles comme tu veux, qui sont là pour nous donner un coup de main. Mais croire en soi, croire en ses rêves, croire en nos capacités de pouvoir faire les choses, et puis y aller, quoi. Et s'il y a des gens qui nous disent que c'est pas bien, il faut pas, eh ben on ne les écoute pas, ces gens-là, parce qu'ils parlent pour eux, ils parlent pas, ils parlent pas pour nous, ils parlent en fait de leur peur de l'échec, si eux, ils devront entreprendre ça, qu'eux, ils pourraient pas. Mais eux, c'est pas toi. Et Ouais. du coup, voilà, si on veut faire quelque chose, il faut y aller. Aussi simple que ça. Mhm. Ben, extraordinaire, vraiment, merci beaucoup. Alors, comme conclusion, je dirais, avant de passer aux questions-réponses, ben, c'est pile poil ta ta dernière intervention. C'est vraiment connais-toi toi-même. Et se connaître soi-même, pour pouvoir avoir cette confiance en soi, quand on a peut-être des petits doutes, eh bien, le fait d'avoir conscience de comment nous fonctionnons, alors pas seulement au niveau du cerveau, mais bien sûr, le cerveau, pour moi, c'est le départ, mais au niveau neuropsychophysiologique, eh bien, cette connaissance, entre guillemets, un tout petit peu scientifique, va nous permettre de conscientiser ce que nous faisons, comment nous nous comportons, toujours comme toi tu as dit, Xavier, hein, toujours dans cette optique, je m'observe, euh, en parlant à moi-même pendant 3 semaines, et je me dis, non, mais là, peut-être, faudrait que j'arrête de me parler à moi-même parce que ça va devenir une habitude. Voilà, cette conscientisation de comment on fonctionne, eh bien, va permettre de nous connaître vraiment nous-mêmes et de devenir libres, finalement, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est de la force mentale. Tout ça, c'est de la force mentale. Alors, ben, j'ai envie de dire, prenez bien soin de vos cerveaux. Donc, faites en sorte que votre conscience soit toujours en observation de comment votre cerveau travaille ou ne travaille pas. Et puis, si vous êtes d'accord, bon, d'abord, j'aimerais que nous applaudissions Xavier parce que j'ai adoré tout ce que tu nous as dit, et merci parce que tu as pris le temps, tu es fatigué, et je propose qu'on applaudisse. Je m'applaudis aussi.